Alors, merci beaucoup pour votre présence à tous. On est évidemment très heureux de poursuivre notre soirée en votre compagnie. Madame Zinc, je vais me tourner vers vous tout d'abord pour que vous puissiez nous présenter la filière électrotechnique dans notre établissement, puisque elle est très large dans les diplômes auxquels elle prépare. Oui, bonsoir à tous. Oui, donc la filière électrotechnique au lycée Lafayette, elle va du CAP jusqu'au BTS, en passant par un bac professionnel spécifique, le bac Pro MELEC, métier de l'électricité et des équipements connectés. Et donc on a les trois niveaux au lycée Lafayette. Donc l'électrotechnique, c'est quoi? C'est l'ensemble des métiers qui sont en rapport avec l'électricité et avec l'électricité en XXL. Avant, dans nos tables rondes, on a parlé de l'électronique, donc des courants faibles. Nous, l'électrotechnique, c'est les courants forts. Et donc les métiers, ces métiers, on les retrouve, c'est des métiers en rapport avec la production, le transport et la transformation de l'énergie électrique. Et donc, l'électrotechnique a des applications très vastes. Et donc, en bac, par exemple, en bac pro, les élèves vont faire de la maintenance électrique, du câblage, et donc de la réalisation d'armoires. Et ils vont également choisir du matériel. En BTS, on retrouve ces aspects-là, mais on va plus insister sur la conception et le dimensionnement. Donc, on va faire les schémas électriques pour faire pour faire l'armoire. On va utiliser des logiciels comme Caneco ou BIM pour dimensionner pendant le bâtiment. Et on va également on travaille beaucoup avec les automates programmables. Donc, on va faire des systèmes automatisés. L'armoire va être dans un système automatisé. Et donc, avec tout ça, l'électrotechnique touche beaucoup de secteurs d'activité différents. Donc, le secteur, par exemple, de la production et du transport, donc des entreprises comme RTE, EDF ou Areva pour les centrales nucléaires. On a aussi l'électrotechnique, on le retrouve dans tout ce qui est maintenance électrique. Donc, ça peut être dans des domaines dans l'agroalimentaire, la pharmaceutique. On les retrouve aussi dans les entreprises qui font du transport, où il y a des machines électriques, donc la SNCF, la RATP, même l'aérospatiale ou l'aéronautique. Et on trouve également, on peut aussi avoir des domaines un petit peu plus exotiques. On peut avoir le monde du spectacle, le monde du cinéma, ou aussi tout ce qui est parc animalier avec des animaux comme des girafes, des kangourous. Voilà. Très bien, donc effectivement, une large diversité de métiers proposés au travers de cette filière électrotechnique que nous affectionnons particulièrement parce qu'elle accueille des élèves d'un niveau de CAP à un niveau de BTS. Et vraiment, ça nous permet de répondre à l'ensemble des besoins des élèves, quel que soit leur profil, et de leur proposer une formation en adéquation avec leurs compétences, leurs connaissances, leur potentiel, pour qu'on réussisse à tous les faire réussir, quel que soit leur profil. Donc ça, c'est vraiment une vraie richesse pour notre établissement scolaire. On peut arriver dans la filière de l'électrotechnique de beaucoup de manières différentes. Et d'ailleurs, Axel, vous êtes un exemple d'un élève qui finalement a décidé de rejoindre la filière de l'électrotechnique après avoir fait d'autres essais et puis avoir décidé de finalement venir nous voir. Il faut peut-être appuyer sur le petit bouton un peu plus longtemps. Exactement, ok, c'est bon. Ouais, en effet, je suis passé par une seconde générale au lycée Lafayette pour faire une première STI 2D qui m'a pas vraiment plu. Du coup, j'ai fait une première bac pro en MELEC. Puis j'ai bien aimé. Du coup, j'ai continué et j'ai eu mon bac. Et puis après, j'ai voulu continuer en BTS. Qu'est-ce qui vous a plu dans le bac pro, Axel, que vous ne trouviez pas dans la filière générale et technologique? Il y a un côté comment dire, plus concret. Voilà, oui, exactement. Désolé. Plus concret
à ce que pouvait apporter un bac STI 2D qui visait un peu large par rapport à mes attentes. Vous savez ce que vous souhaitez faire après, Axel? Bah, je peux faire une licence pro, par exemple, Oui. en alternance. Il y a beaucoup de filières où je peux le faire, comme en maintenance nucléaire, vérifier que les installations électriques soient correctement dimensionnées, ou plein de choses. Donc, vous voulez poursuivre vos études après votre BTS. Exactement. Donc, encore une fois, on remarque au travers de votre parcours et de vos envies que le bac pro n'est plus une fin en soi. C'est-à-dire qu'avant, un élève qui décidait de partir en lycée professionnel et de passer un bac pro s'arrêtait après l'obtention du bac parce que c'était diplômant et insérant. Désormais, les élèves qui sont dans un bac pro ont davantage vocation à poursuivre leurs études derrière et sont maintenant prioritaires pour pouvoir poursuivre leurs études en BTS, notamment au travers de la mise en place de quotas, puisque dans chaque BTS en France, des places sont réservées désormais pour des élèves qui sortent de bac pro parce que c'est la continuité de leur parcours et on considère que des élèves qui ont obtenu le bac ont désormais vocation à poursuivre leurs études. Donc, vous avez fait ce choix, Axel, de poursuivre en BTS au lycée Lafayette, mais votre parcours ne s'arrêtera pas là, puisque vous ambitionnez de poursuivre vos études par la suite. Exactement. Ce qui vous a intéressé, je crois aussi, Axel, dans ce domaine, c'est la variété des possibles à l'issue de l'obtention de votre diplôme. Ça fait le lien avec ce que nous a dit Madame Zinc en début d'intervention. En réalité, l'électrotechnique nous permet d'intervenir dans des domaines très larges. Oui, exactement, parce que partout où il y a de l'électricité, en réalité, on peut intervenir dessus. Donc, ça peut être justement sur les machines de la productique, on peut intervenir dessus pour faire de la maintenance, etc. On peut faire pareil, un peu d'électronique. On voit beaucoup de choses. Donc c'est très riche. Exactement. Et ça vous plaît? Exactement. Et vous avez envie de continuer? Je vais continuer. Merci beaucoup. Monsieur Lecoq, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous expliquer ce que vous attendez d'un élève, par exemple, en première année de CAP? Quels sont les incontournables? Quels sont nos points de vigilance? Et donc, quel est le profil des élèves que nous recrutons? De manière générale, nous avons des attentes qui sont communes à un peu toutes les filières, toutes les formations. Nous souhaitons que nos élèves aient du savoir-être, être assidus, être ponctuels, être motivés par la filière et être rigoureux. Concernant le comportement, nous souhaiterions qu'ils aient le comportement adéquat parce que nous réalisons beaucoup d'activités en atelier. Et dans nos ateliers, malgré notre vigilance, c'est un environnement qui potentiellement peut être dangereux. Donc la sécurité est essentielle. Primordiale, tout à fait. Et concernant les notions techniques, on ne demande pas forcément de prérequis. On reprend tout à zéro. Donc un élève qui n'a pas de connaissances en électricité peut très bien réussir en CAP électrotechnique ou bac pro électrotechnique, voire même BTS électrotechnique. Parce que donc on reprend tout à zéro, mais bon, bien sûr pour cela, il faut être motivé et travailler. Donc du travail, de la rigueur, de l'engagement. On retrouve un peu la recette qu'on avait pour la filière de la productique, en réalité. Les compétences psychosociales priment sur les savoirs en tant qu'élève. Donc tous les élèves ont leur place dans cette filière également. On a essayé d'élargir un petit peu le champ des possibles pour nos élèves, puisque depuis l'année dernière, notre établissement, dans le cadre de son bac pro, est engagé dans une coloration nucléaire, puisque le nucléaire est devenu un enjeu national fort. Et donc, nous proposons à nos élèves une coloration nucléaire dans les enseignements qu'on leur propose, qu'on leur dispense. Tout à fait, tout à fait. Donc c'est un peu une nouveauté pour le lycée Lafayette. C'est la deuxième année que nous faisons la coloration nucléaire. Qu'est-ce que la coloration nucléaire ? Pour nos élèves, c'est avant tout
un parcours de e-learning, donc pour l'ensemble des élèves, un parcours de e-learning qui a été développé par l'Université des métiers du nucléaire. Ensuite, pour certains élèves qui auront montré une grande motivation et qui auront été sélectionnés par l'équipe pédagogique, ils auront la possibilité de réaliser des activités légèrement différentes que leurs collègues, c'est-à-dire qu'on va être un peu plus précis dans les procédures qu'on va leur donner, on va être un peu plus rigoureux sur la qualité de rédaction des comptes rendus d'intervention. Et ils auront aussi la chance de pouvoir passer une semaine au lycée André Malraux afin de pouvoir utiliser le magnifique chantier école. Donc le lycée Malraux qui est engagé dans le nucléaire de manière bien plus marquée, puisqu'il forme des futurs employés qui vont aller immédiatement après leur formation travailler dans une centrale nucléaire, par exemple. Tout à fait. Donc pour pouvoir vraiment être en condition d'un environnement nucléaire, donc ils ont le chantier école qui est une reproduction de quelques pièces d'une centrale nucléaire au sein de l'établissement André Malraux. Donc ils pourront faire ça, ils pourront utiliser leur chantier école. Et en plus de ça, ils auront des cours qui seront dispensés par des professeurs qui sont en même temps formateurs en environnement nucléaire. Donc c'est une vraie opportunité pour nos élèves. Opportunité, je crois, Lucas, dont vous vous êtes saisi. Donc Lucas, vous êtes un élève de Terminal Bac Pro et je crois que vous êtes pleinement engagé dans la coloration nucléaire. Totalement. Au cours du Bac Pro Mélec, au lycée Lafayette, nous sommes amenés à parler de la coloration nucléaire. Donc tout simplement, les mots d'ordre pour réussir dans ce domaine-là sont simplement de faire preuve d'une grande rigueur, d'écouter ce que les professeurs nous disent et d'être investi. C'est la recette miracle pour parvenir plus tard à une poursuite d'études dans ce domaine-là, tout simplement. Alors, vous avez décidé de vous impliquer dans cette coloration. Quelle incidence ça a, Lucas, concrètement sur votre parcours d'élève de terminale au sein de notre établissement? Alors pour ma part, ça a eu un incident assez énorme, car j'ai totalement remis en question ma poursuite d'études. De base, je m'orientais plus vers un BTS électrotechnique. Au vu de la coloration nucléaire, j'ai vu que ça me plaisait tout simplement. J'étais beaucoup plus investi là-dedans. Et j'ai choisi de faire comme premier vœu pour la poursuite d'études un BTS EN, donc BTS d'environnement nucléaire. Je crois qu'il y a une petite échéance qui approche pour vous la semaine prochaine, Lucas. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Totalement. Donc, vis-à-vis du coup de cette entrée au BTS EN au lycée André Malraux, l'UMN, donc du coup l'Université des métiers nucléaires, offre la possibilité de bénéficier d'une bourse pour ses futurs élèves. Et j'ai été j'ai été désigné pour potentiellement participer du coup à candidater à cette bourse. Donc vous allez vous retrouver devant un jury, Exactement. devant lequel vous allez défendre votre candidature et on n'a pas trop de doute, Lucas, sur l'issue de cet entretien. Et qu'est-ce que ça va vous permettre concrètement, l'obtention de cette bourse? L'obtention de cette bourse permettra de couvrir mes futures dépenses, comme par exemple le paiement de mon permis de conduire, car essentiellement les centrales nucléaires sont des endroits assez isolés de la population, pour des raisons assez évidentes. Et ça pourra accroître ma mobilité. Je ne serai pas limité à des simples trajets de bus, de train, etc. Avec le permis de conduire, je serai libre, tout simplement. Donc cette bourse peut vous permettre d'accéder à la mobilité. Exactement. Effectivement, les centrales nucléaires, elles sont souvent un peu isolées, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas à proximité immédiate des centres urbains. Donc il est nécessaire de pouvoir vous déplacer. Totalement. Vous nous avez parlé, Lucas, et puis également Monsieur Lecoq, de l'Université des métiers du nucléaire. Je vais me tourner maintenant vers notre professionnel du secteur. Je crois savoir, Monsieur Héripré, que l'Université des métiers du nucléaire est soutenue par EDF, l'entreprise que vous représentez ce soir. Clairement, donc ça fait partie des dispositifs qui ont été remis en place pour pouvoir accompagner la relance du nucléaire et notamment avec les prochaines échéances qui sont les constructions de 6 EPR sur 3 localisations, Gravelines dans les Hauts-de-France, Panly en Normandie et Bugey à côté de Lyon. Mais ça a été une évidence dans la mesure où on est passé pratiquement depuis le discours de Belfort d'une situation où
on essayait de, certains nous forçaient à sortir du nucléaire malgré ces avantages aussi de production d'électricité décarbonée. C'est ça surtout qui a fait que c'est une énergie qui est revenue sur le devant de la scène, y compris au niveau européen maintenant. Et l'Université des métiers du nucléaire a été nécessaire parce qu'on a eu un tel retournement de situation qu'on est passé de plusieurs années où on avait une dégradation et une perte de compétences dans notre filière à un renouveau et la nécessité de repartir, reconstruire, redimensionner, recréer des parcours et des compétences qui vont nous permettre d'exploiter, d'organiser la maintenance des centrales nucléaires. Et tout ça, comme ça a été dit en introduction, hein, c'est étroitement lié aux compétences de l'électrotechnique. Donc, on a dû prendre un virage à 180 degrés sur la dynamique qui était engagée sur le nucléaire. Donc, je suppose que maintenant, vous devez avoir des besoins en termes de recrutement qui doivent être très conséquents. Tout à fait, et c'est bien ce qui va montrer l'importance de cette université des métiers du nucléaire. Hein. On a, ne serait-ce que pour prendre l'exemple de l'année 2024, on aura embauché à la fin de l'année 4500 CDI uniquement dans la filière nucléaire, pas uniquement dans le groupe EDF, parce que l'électrotechnique, je pourrais y revenir après, est nécessaire dans beaucoup d'autres métiers, dans le transport, dans la distribution, chez Enedis également. Et au-delà de ça, on a l'accueil de 5000 alternants chaque année, qu'on est, ravis d'accompagner, mais parce qu'on est évidemment intéressé. La plupart des recrutements que l'on peut faire à terme se font parmi les alternants qu'on a pu voir à l'œuvre, voir aussi quelles sont leurs capacités, quel est leur savoir-être, comment ils fonctionnent en équipe. Et c'est évidemment parmi les meilleurs après qu'on arrive à contractualiser sur un débouché en CDI. Quels sont, Monsieur Héripré, les niveaux auxquels vous recrutez dans votre entreprise? Je dirais tous les niveaux du bac pro au diplôme d'ingénieur. Ce qui veut dire que le bac pro MELEC et le BTS électrotechnique sont évidemment des diplômes que l'on recherche chez nous pour tous les postes de techniciens. On recherche aussi et on embauche beaucoup d'ingénieurs pour tout ce qui est dimensionnement, conception et préparation des programmes de maintenance des centrales nucléaires. Mais ce que je peux dire aussi à ce niveau-là, c'est que, parce que j'entendais aussi bien sur les tables rondes précédentes que dans vos exemples, que l'aventure va peut-être pas s'arrêter là et que pour certains, ça va être après le BTS, la préparation d'un diplôme d'ingénieur. C'est très bien de le faire et ça vous permet d'élargir vos perspectives avant de rentrer dans le domaine, dans le milieu du travail. Ce que je voulais souligner aussi, c'est que c'est aussi possible une fois qu'on a intégré notre entreprise. Alors, il n'y a pas que EDF qui fait ça, hein, mais en tout cas, l'ascenseur social est une chose qui fonctionne bien aussi chez nous, qui fonctionne toujours alors, au mérite hein, et à l'engagement, au professionnalisme que les uns et les autres peuvent démontrer au quotidien, parce que c'est évidemment les meilleurs qu'on va avoir envie d'accompagner, ça se comprend. Et pour revenir sur le savoir-être et sur le fonctionnement collectif, là aussi, c'est peut-être une évidence, mais il faut être bien conscient qu'à compétences égales, et même deux personnes qui peuvent être très performantes techniquement, ça sera évidemment celui qui aura aussi le savoir-être, qui saura de temps en temps être force de proposition ou venir aider ses collègues dans des situations un petit peu difficiles, qui fera aussi le petit plus, qui fera que ça sera celui qui aura sans doute un accompagnement et un parcours professionnel encore plus riche. Donc là, on a largement évoqué la question des métiers du nucléaire. Est-ce que dans les autres domaines, Monsieur Héripré, vos besoins sont également là aussi, au-delà du nucléaire, hein, je dirais dans toute l'histoire d'EDF, l'électrotechnique, c'est presque la compétence de base. C'était vrai pour tout le développement des barrages et de l'hydraulique et de la houille blanche avant le nucléaire. C'est vrai aussi pour toutes les énergies renouvelables, parce qu'il y a forcément besoin à chaque fois de transformer l'énergie mécanique en énergie électrique. Donc dans une éolienne, dans des panneaux solaires, et je dirais même au-delà de ça, il y a vraiment, avec la transition énergétique, une nécessité d'accompagner de nouveaux métiers dans tout ce qui est gestion de l'énergie. Je vais prendre un exemple pour illustrer les choses, mais même à titre individuel ou citoyen, si vous mettez 3 panneaux solaires sur votre toit,
vous devenez d'une certaine manière un producteur d'électricité dont vous pouvez décider si vous allez utiliser cette électricité pour vos propres besoins et faire en sorte que vous alliez alléger votre facture d'électricité parce que vous allez faire de l'autoconsommation, ou vous pouvez aussi décider à certains moments où l'électricité est peut-être plus rare, dans des périodes de congestion, ou le soir à 18-19 heures, quand tout le monde rentre à la maison, fait la cuisine, allume la lumière et la télé, on a besoin de plus d'énergie. Ça peut être des moments où on peut décider de vendre son énergie pour que d'autres qui en ont besoin autour puissent en profiter. C'est juste un exemple, mais qui illustre tout ce qui va la révolution de l'utilisation des usages de l'énergie qui va se profiler demain avec nos voitures électriques qui vont devenir aussi des dispositifs de stockage d'électricité et qui permettront de soutenir le réseau d'Enedis à certains moments où il est un petit peu en tension, qui pourront vous permettre de stocker la production de vos panneaux solaires directement dans votre voiture pour pouvoir l'utiliser à un moment où vous en aurez besoin. On voit bien qu'on est au début d'une révolution industrielle où, au-delà de l'électrotechnique, tout ce qui est gestion intelligente de l'énergie va avoir du sens au niveau d'une maison individuelle, au niveau d'un quartier, au niveau d'une communauté de communes et au niveau d'un territoire. Donc tout ça, c'est véritablement une transformation qui embarque toute la gestion des réseaux, y compris Enedis et RTE. Et on voit bien que ce sont des compétences, les compétences qui sont les vôtres vont vous permettre de toucher à beaucoup de choses si vous en avez l'envie. Au-delà des enjeux là, sur le nucléaire, dont on a largement parlé, et puis des enjeux sur la consommation électrique, je pense que on est vraiment en train d'aborder une transformation sociétale dans notre rapport aux énergies, pour lesquelles chacun a une responsabilité individuelle à jouer, pour que collectivement on arrive à appréhender ce virage écologique de la manière la moins douloureuse possible. Et je crois que dans ce cadre-là, l'entreprise que vous représentez a vraiment un rôle de précurseur. On essaie de le jouer en tout cas et de donner du sens en fait à toutes ces solutions qui sont en train d'émerger. Hein. Me vient aussi un autre exemple. Le développement des pompes à chaleur est aussi une autre façon de produire de l'énergie en étant le plus décarboné possible et en essayant de sortir le plus possible des énergies fossiles qui produisent du CO2. C'est un autre exemple sur lequel on essaie d'accompagner et les clients et les entreprises. Et on voit bien qu'en fait, quand je disais qu'on est à l'aube d'une révolution électrique et d'une révolution avec la transition énergétique, tout le monde va pouvoir devenir acteur, quel que soit son niveau, que ce soit à titre de citoyen, que ce soit un gestionnaire de collectivité territoriale comme on a la chance d'en avoir dans la salle, que ce soit dans une entreprise pour pouvoir parfois aussi disposer de solutions d'approvisionnement en énergie décarbonée, y compris autonomes, en installant des panneaux photovoltaïques sur des bâtiments, sur des toits, sur des friches qui sont mal utilisées ou sur des parkings pour pouvoir aussi apporter d'autres solutions pour les salariés qui viennent travailler sur place. Il y a plein de choses qui sont à inventer aujourd'hui. Et je dirais le seul mot d'ordre que l'on a pour pouvoir accompagner et réussir cette transition énergétique, c'est d'essayer à chaque fois de trouver le meilleur moyen d'avoir une utilisation rationnelle de l'énergie et d'une énergie la plus décarbonée possible. Donc une responsabilité individuelle au service de tous. Je rejoins les propos qui ont été tenus sur notre table ronde cybersécurité, où là encore, on était sur une responsabilité individuelle au service de tous. Je pense que vraiment, le mot d'ordre à retenir de votre intervention, Monsieur Héripré, c'est qu'en réalité, tout le monde a un rôle à jouer. Et là, l'école a un rôle fondamental à jouer elle aussi, dans l'accompagnement des élèves, dans leur construction d'identité de citoyen. Vous êtes tous, dans un établissement scolaire, des citoyens en devenir, pour lesquels il est nécessaire d'être informés, d'être sensibilisés à ces enjeux sociétaux que nous rencontrons aujourd'hui et qui vont nous aider et vous aider à bâtir le monde auquel vous aspirez. Et donc, c'est un message porteur d'espoir que de considérer que notre responsabilité individuelle, notre rôle individuel, personnel,
est essentiel pour qu'on puisse construire collectivement quelque chose qui est prometteur pour l'avenir. Merci, Monsieur Et je Lépré. pense que c'est certainement une des fiertés aussi que peuvent ressentir Axel et Lucas, parce que travailler dans un domaine comme ça, où on contribue aussi alors, directement à lutter contre les effets du changement climatique en essayant de décarboner au maximum nos utilisations de l'énergie, sans parler des usages qu'on pourra en faire aussi, parce que là aussi l'électricité a beaucoup d'usages qui sont en train de se développer au-delà des véhicules électriques, bien évidemment. C'est une vraie fierté que d'accompagner ces transitions et ça a un vrai sens citoyen. Ben, c'est toujours une vraie fierté d'accompagner nos élèves dans l'ensemble de leur parcours, de les guider dans leurs choix. Merci beaucoup pour cette table ronde.